Bien, bonsoir à tous et à toutes. Il est 18h02, donc je pense que nous pouvons commencer cette conférence. J'ai donc le plaisir d'accueillir ce soir Alexandra Arène et Axel Grégoire pour une conférence intitulée Terraforma, enquête sur les paysages fantômes. Et c'est dans le cadre du cycle de conférences secrètes fabriques de l'ENSA Paris-Val de Seine. J'avais sollicité Alexandra Arène et Axel Grégoire il y a maintenant presque un an, c'était à la fin de l'année dernière, à l'occasion de deux événements qui faisaient date et qui font toujours date, et actualité en tout cas, toujours. D'une part, l'apparition d'un livre, Terraforma, aux excellentes éditions B42, livre dont elles sont co-autrices avec Frédéric Aïtouati, et d'autre part, ce qui était dès l'année dernière annoncé comme l'exposition Critical Zones, zone critique, dirigée par Bruno Latour et Peter Weidel, qui a ouvert en ligne au mois de mai dernier et qui est toujours en cours, toujours en ligne, au ZKM de Karlsruhe et qui se prolongera jusqu'à l'année prochaine. Cette exposition s'ouvre dans sa première section sur un observatoire de la zone critique, avec une installation conçue avec la société d'objets cartographiques dont Alexandra Arène et Axel Grégoire sont cofondatrices. Axel Grégoire et Alexandra Arène sont donc architectes. Leur travail se développe à la fois dans le livre et dans cette première section de l'exposition de Karlsruhe. Ce travail associe certains des enjeux environnementaux qui sont ceux du moment présent à des enjeux que l'on qualifie souvent de représentation. Et la question du vivant est au centre de leur travail, et c'est de ce rapport au vivant que s'ensuit, je crois, un déplacement des sujets de la représentation vers des modalités de modélisation qui ne sont pas tout à fait, voire pas du tout, du même ordre. C'est, entre autres choses, à la lecture de leur livre, ce qui m'avait incité à les inviter, entre autres parce que cette question de déplacement, de la représentation de la modélisation paraît tout à fait intéressante dans une école d'architecture et notamment pour moi en tant qu'enseignant dans le domaine d'études expérimentales à Val de Seine, qui est un domaine d'études qui s'intéresse à ces questions. Donc il me paraissait intéressant sur ces sujets-là et pour tout leur travail d'écouter ce soir Alexandra Arène et Axel Grégoire, auxquels je vais passer la parole sans plus attendre. Voilà, je pense qu'elles sont en ligne. Voilà, c'est à vous, je vous laisse la parole. Merci et merci de cette invitation à venir présenter notre travail sur Terraforma. Effectivement, comme vous l'avez dit, Terraforma, c'est un manuel de cartographie potentielle, un livre, mais la publication de ce livre, finalement, c'était un jalon dans un projet à plus long cours avec différents développés sur différents terrains. Donc, c'est à travers toutes ces... quelques-uns de ces projets qu'on va développer ce propos ce soir. Peut-être qu'on pourrait déjà commencer par dire trois mots sur notre parcours qui est finalement de l'architecture au paysage, de la pratique à la recherche assez particulier et qui maintenant fonde un peu notre façon de concevoir la pratique au sein de, comme vous l'avez dit, de SOC, Société d'objets cartographiques, pour développer des projets expérimentaux entre art et sciences autour de la question des représentations, de la représentation des territoires, mais surtout de la réécriture des territoires face aux enjeux de l'anthropocène, de la crise climatique, mais aussi de la crise de représentation. Donc, comme je l'ai dit, on est architecte, Alexandra et moi, de formation, mais on s'est rencontrés dans une agence de paysage. Et ça, c'est assez fondateur dans notre parcours, parce que là, s'est opéré un premier déplacement sur la question du rapport au spatial et au vivant. Ce glissement de focale de l'environnement bâti à l'environnement naturel nous a poussé à nous intéresser aux choses et aux êtres qui n'étaient pas représentés et qui passaient sous le radar finalement de nos outils d'architectes. Et le deuxième point important, c'est qu'on travaillait principalement sur des projets de grands territoires à large échelle, donc avec la carte comme outil d'analyse, de représentation et de conception. Donc à partir de cette pratique ensemble, on s'est questionné sur notre façon de concevoir l'espace et sur la carte en fait comme principal outil de travail pour le diagnostic et pour la prospective. Et c'est de là qu'est né ce projet Terraforma.
On va commencer par, sans faire vraiment une histoire des cartes, on va commencer par aller chercher 2-3 exemples pour expliquer comment on s'intègre dans une histoire de la représentation. Et d'abord, cette carte à gauche que vous pouvez voir, qui est la division de la Terre entre les fils de Noé, qui est attribuée à Simon Marmion et qui date approximativement de 1460, illustre la croyance selon laquelle la Terre était constituée de 3 continents. Et ce qu'on trouve intéressant dans cette carte, c'est que finalement, plus qu'une description de l'environnement tel que les gens de cette époque pouvaient le vivre, c'est le partage d'une vision cosmologique. Et cette idée que la carte porte en elle une relation au monde, une vision cosmologique, c'est quelque chose qu'on a voulu approcher avec les modèles qu'on a développés dans Terraforma. À droite, en fait, vous voyez une carte extraite de l'exposition Vues et figures de l'espace français qui représente les forêts de Breteuil en 1565. Là, on est dans un autre type de carte qui est moins cosmologique et qui sert vraiment à régler des conflits du point de vue juridique sur des questions notamment de propriété foncière. Donc on peut se dire que finalement, ces cartes qui sont figuratives, qui paraissent non réalistes, servent de preuve dans des procès sur des questions de propriété. Et ça nous a extrêmement intéressés parce qu'en fait, on utilise la carte comme outil de description de l'espace pour délimiter, aménager, défendre, informer, mais surtout voilà, pour décrire. Une autre carte qui finalement ressemble beaucoup à celle qu'on connaît plus désormais, celle on voit Paris, c'est le plan de Bâle de 1550 et ce qui est intéressant c'est qu'on voit que finalement le nord n'est pas au nord. Donc ce référentiel qui nous paraît complètement commun, auquel on est tout à fait habitué, est un référentiel qui est finalement arrivé assez tardivement dans l'histoire des cartes. Et c'est ce questionnement sur les référentiels, ce questionnement sur comment sont construites les cartes, pourquoi et quel code commun elles partagent, qu'on interroge par ce projet Terraforma. Donc voilà où on aurait pu être ce soir si la crise sanitaire nous avait permis de nous rassembler. Ce qui est intéressant, c'est aussi de se questionner, et je vais rapidement fermer la parenthèse parce que ce n'est pas le propos ce soir, mais sur la question du confinement, comment ce qu'on peut vivre comme événement questionne notre rapport au territoire, notre rapport à l'espace. Et c'est un projet de description en soi qu'il faudrait peut-être aborder grâce à ces outils de Terraforma. Finalement, ce qu'on utilise le plus souvent comme carte en tant qu'urbaniste, paysagiste et architecte, c'est ces cartes-là qui sont là des vues aériennes. Donc une vision qui semble réaliste et précise, mais qui est captée d'un espace où personne ne vit. Un point de vue que certains chercheurs qualifient de point de vue nulle part, finalement. Et ça, c'est un constat qu'on fait tous les jours en travaillant sur des projets. Le deuxième constat, c'est qu'on a pu faire en tant que justement paysagiste, c'est qu'on travaillait sur le paysage, c'était revenir à s'intéresser, à visiter, à étudier, à représenter le blanc des cartes, donc celui-là même que Philippe Basset avait décrit dans son livre blanc, où il allait explorer justement ces espaces de marge. Mais c'est quand on ouvre une carte IGN, en fait, on voit que le paysage est représenté par un vide, que le vivant végétal existe seulement par aplats homogènes, aplats verts, aplats de couleurs. Et travailler sur ces zones, c'était donc faire le constat d'un monde invisibilisé, mais surtout s'étonner du caractère dépeuplé de nos représentations cartographiques. Et pourtant, le territoire n'est pas vide, c'est bien les cartes qui le sont. Donc en fait, à partir de ce travail en agence, on a commencé à progressivement prendre conscience qu'on avait une responsabilité de ce point de vue, puisque la façon dont on représente le territoire conditionne beaucoup nos actions sur celui-ci. Et que la conséquence de cette invisibilisation, c'est d'inviter à la conquête, en fait. Alors, ces visualisations de la Terre qu'on connaît comme celle-ci et des nouvelles découvertes sont fondées sur, je cite, d'anciennes images cartographiques et géologiques conçues comme un outil de colonisation, une manière d'écrire le récit d'une conquête où le civilisé s'empare de territoires soi-disant vides, mais qu'il s'agit toujours de vider car elles sont peuplées. Ça, c'est Jean-Baptiste Vidali qui l'écrit dans Être forêt. C'est une phrase qui nous a énormément inspirés, puisque ça rejoignait un constat qu'on se faisait sur l'invisibilisation du vivant.
Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que la carte met en scène le rapport à un espace disponible, pas seulement en étendue, mais aussi en profondeur. Et c'est ce premier constat qui nous a amené à penser à faire des cartes par le sol, justement. Alors, on peut se poser la question, puisqu'on a vu que finalement, c'est le contexte sociopolitique, mais aussi les croyances d'une époque qui construisent un peu ce regard qu'est la cartographie. Quels sont aujourd'hui les enjeux de fabrication des cartes? Et l'Anthropocène à prendre comme crise climatique et comme crise de représentation, comme je le disais tout à l'heure, et le contexte dans lequel on s'inscrit. Ici, on ne va pas rentrer dans le débat qu'est-ce que l'Anthropocène, il y a plein d'autres façons de le nommer, le Chthulucène, le Capitalocène. L'idée, c'est de prendre l'Anthropocène comme une sorte de nouveau grand récit dans lequel on s'inscrit et dans lequel explorer la Terre, pour nous, c'est d'abord tenter de repeupler les cartes, rapatrier dans nos systèmes de représentation ces entités non représentées et toutes ces histoires exclues en fait de l'imaginaire géographique pour tenter, et c'est le sous-titre de notre première partie, d'habiter un espace peuplé d'autres vivants. À partir de ces constats et de ces lectures, et on a rencontré les théories de l'Anthropocène et le travail de Bruno Latour, avec lequel on a pu partager l'expérience d'Inside, donc sa conférence spectacle sur la représentation de la zone critique. Donc se pose la question de où atterrir, sur quelle planète on vit, parmi qui et comment. Et voilà, on reprend cette grande question auquel on essaye de répondre par les outils de l'architecture, c'est-à-dire de penser à un rééquipement en fait de cet amarrage, de cet atterrissage dans un monde abîmé, et un rééquipement, un réamarrage par le dessin. Donc finalement, comme disait Axel, donc ce dont on hérite, ce sont des paysages en ruine ou encore des paysages fantômes, le titre finalement de cette intervention. Et on pourrait en donner deux définitions qu'on a un petit peu cherchées au cours de nos lectures et de nos écrits. Donc par exemple, l'historien Pombras suggère la notion d'hectare fantôme pour désigner les territoires de production éloignés de notre territoire d'habitat, mais desquels nous extrayons nos ressources. Quant à l'anthropologue Anat Singh, qui est auteur de Vivre dans les ruines du capitalisme ou bien encore de Living on a Damaged Earth, elle utilise le terme de paysage fantôme pour décrire la disparition des relations interespèces, des écosystèmes pourtant nécessaires au maintien de l'habitabilité terrestre. Et dans sa recherche plus récente, qui s'appelle donc Feral Atlas et que vous pouvez aller voir sur le site web, elle définit en fait le paysage féral comme ce qui est les effets collatéraux de nos aménagements d'infrastructures. Donc, ils deviennent un petit peu comme ça hors contrôle. Et donc, pour nous, tous ces paysages fantômes, c'est vraiment le résultat de l'Anthropocène. Ce terme qui définit, comme on le sait, voilà, la période dans laquelle on se trouve, où l'humain est devenu la première force géologique qui impacte dramatiquement les sols. Or, on imagine, comme on voit peut-être sur cette image, que le sol est stable, mais en fait, il bouge tout le temps, il s'effrite, il est exposé à de multiples pressions, comme les plaques tectoniques, le cycle de l'eau, les organismes. Mais le problème, c'est que les humains accélèrent ce mouvement de sol. On sait par exemple que l'érosion provoquée par les aménagements humains est 1,5 fois supérieure à celle de la nature. Donc l'homme génère des strates de béton, de plastique, il creuse des trous au loin pour urbaniser des villes ici. Il importe aussi des engrais pour nourrir des sols ici qui sont devenus stériles par surexploitation. Et c'est bien ça que souligne la notion d'hectare fantôme, cette exploitation d'autres sols. Donc on a également tenté de visualiser ces paysages fantômes dans le livre Terraforma par des sortes de biomes ventouses qui extrairaient du territoire ce dont ils ont besoin, coupant en quelque sorte les relations au territoire, tous les liens d'attachement. Donc il en résulte ces espèces de monstres de géographie fantôme qui nous hanteraient malgré la cartographie qui représenterait un espace sous contrôle, un peu stable. En fait, il y a tout ce qui n'est pas visible et c'est cette idée qu'on essaye aussi de rendre visible ces effets anthropocènes.
que par exemple, ces effets anthropocènes, que Zalazevich, donc qui est géologue et qui dirige le groupe de travail sur l'anthropocène, a commencé à quantifier avec son concept de anthropocène square meter, mètre carré d'anthropocène. Et donc, il a essayé de donner un poids aux matériaux modifiés ou générés par les activités humaines, que ce soit des déchets, mais aussi au mouvement de la Terre, à la consommation des métaux rares, au rejet de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, à SOC, on essaye aussi de visualiser comme ça cette documentation scientifique et essayer de se la réapproprier par des outils d'architectes. Donc, il y a vraiment un enjeu de repositionnement pour les architectes, comme nous y invite d'ailleurs Escobar. Donc, je lis la citation. « Il faut détacher le design de sa base anthropocentrique et rationaliste et en faire une arme contre le développement non durable qui règne dans le monde moderne. » Comment alors basculer vers une vision non anthropocentrique du territoire? Donc ici, vous voyez une superposition de deux tracés du Rhône, l'ancien et le nouveau qui a été canalisé suite aux grands travaux de modernisation. Et aujourd'hui, on parle de renaturation, de retrouver les anciens lits de fleuves. Mais on se focalise surtout sur la capacité de terraformation des humains. Mais on voit bien sur l'image de gauche que, par exemple, les castors sont aussi capables de transformer la morphologie du paysage. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est pas les seuls à modifier notre milieu pour le rendre habitable. Ici, on a un exemple physique, mais par exemple, les bactéries sont responsables de la composition chimique de notre atmosphère. Donc, c'est ces bactéries qui nous le rendent respirable à grande échelle. Et c'est ce qui est développé dans l'hypothèse Gaïa de Lovelock et Margulis, qui dit que finalement, en fait, l'espace, l'environnement que l'on prend comme cadre ou contenant, est en fait entièrement fabriqué par les vivants eux-mêmes. Et donc, ce sont eux qui maintiennent l'atmosphère telle qu'elle est, mais aussi, ce sont en partie eux qui fabriquent les roches et qui permettent le recyclage global des matériaux terrestres. Donc, on a joué un petit peu sur ce mot terraformation, qui est à la base employé pour parler de l'action de rendre habitable une planète qui serait inhabitable, et on tente ici de la renverser. C'est-à-dire qu'on ne limite pas cette possibilité d'action aux humains, mais on l'étend à tous les non-humains, vivants comme non-vivants. Et il s'agit de reconnaître ici on peut dire leur puissance de transformation. Donc la question que pose Terraforma, donc on y vient progressivement, hein. Comment l'espace cartographique représente non seulement où se positionnent les vivants dans la carte, mais aussi comment ils produisent eux-mêmes leur espace de vie. Et le Terraforma, donc son hypothèse de départ, c'est faire le pari que si certains des phénomènes auxquels nous assistons, l'érosion du sol, l'épuisement des ressources, l'accélération des espaces-temps urbains, l'intensification des zones polluées, dont a parlé Alexandra, nous échappent par leur échelle, leur durée et leur ampleur, c'est par le développement de nos techniques de représentation que l'on peut espérer mieux les comprendre. Avant tout, c'est l'histoire d'une rencontre entre des disciplines, donc entre l'aménagement, l'architecture, le paysage et l'urbanisme de la pratique d'Alexandra et moi-même, mais aussi d'une rencontre avec Frédérica Twaiti, qui est historienne des sciences et metteuse en scène, donc qui aborde la question du spatial différemment par la question le théâtre, les problématiques liées à la mise en scène, mais aussi qui aborde la question de la représentation par l'histoire des instruments optiques et les instruments scientifiques. Et cette rencontre a été très, très importante. C'est aussi une rencontre de personnes, puisque ce qui nous a réunis, c'était la capacité des cartes à déployer des mondes, à cette fascination commune qu'on avait. Et il y avait là pour nous une possibilité de déconditionner nos réflexes d'aménageurs, d'aménageuses, de chercheurs, de chercheuses, de citoyens aussi et de citoyennes, et de revoir la façon dont on bâtit et on crée notre relation au monde et au terrestre. Une référence qui nous a énormément aidé et qui est devenue une métaphore qui a couru tout le projet, c'est la lentille optique du microscope, l'invention du microscope par Robert Hooke en 1665. Ce que vous voyez à gauche, on pourrait penser que c'est des plantes d'une prairie, mais c'est un paysage de moisissure. Et ce qui est très intéressant avec la question Robert Hooke et Micrographia, c'est qu'il a à la fois développé l'instrument et les images qui étaient produites par cet instrument.
Et cette idée que les cartes sont comme des lentilles optiques qu'on va poser sur un territoire pour l'observer autrement, pour redécouvrir l'environnement qu'on pense si bien connaître, c'est devenu un peu la métaphore, le fil d'Ariane du projet. Puisque les cartes sont des instruments cognitifs, à la fois du point de vue de l'image et de la fiction, qu'on associe souvent aux instruments scientifiques. Ce qui était important pour nous, c'est de faire que ce projet devienne un manuel qui vise à précisément développer de nouveaux points de vue, de nouvelles optiques. Toujours dans l'idée de ne plus s'extraire, de ne plus s'éloigner de la Terre, mais d'y plonger, de tenter par d'autres modes de description, d'autres façons de se situer dans le monde, de mieux le décrire. Donc le regard et l'instrumentation, c'était un vrai point de départ. Et on pouvait se poser cette question de quels étaient les microscopes et les télescopes de notre temps et en quoi, en fait, le dessin donnait accès à des dimensions que la pratique et le terrain ne permettent pas forcément, en termes d'échelle, mais aussi en termes de temps. Toujours dans l'optique que produire ces cartes, c'est quitter ce point de vue du ciel. Donc ça, on le redit, mais c'était vraiment le point de départ important. Et finalement, on parle des instruments optiques, des instruments qu'on utilise pour voir. Mais finalement, on aborde énormément la cartographie comme une enquête, comme une méthode de terrain. Et on va aussi aller chercher d'autres outils, des outils qui sont en place, qui sont mis en place par exemple par des scientifiques sur les zones critiques. Ces outils qui monitorent le paysage pour extraire des données qui sont finalement d'autres outils, d'autres lentilles optiques sur le territoire. Donc ça, j'ouvre un chapitre qu'Alexandra développera plus tard sur la question des observatoires de la zone critique. Mais ce que je voulais aborder, c'est l'idée que la cartographie devient un projet d'enquête longue sur différents terrains, et que c'était aussi un moyen de confronter le type de données qu'on pouvait collecter habituellement pour fabriquer ces cartes et aller observer d'autres données qui n'étaient pas forcément utilisées dans notre discipline. Voilà les enjeux de Terraforma, si on peut les synthétiser et les résumer. Il s'agit de révéler un monde invisible, déjouer le caractère lissant de la cartographie et repeupler les cartes, et donc travailler à ce chantier de transformation du regard. Et pour travailler à ce chantier et développer toutes les thématiques qui sont un peu toutes les étapes du livre et tous les chapitres du livre, on a vraiment travaillé ensemble avec Frédéric et Alexandra à mettre sur la table nos outils, les démonter, les remonter, les hybrider, les tester. Donc finalement, ce qu'on offre et ce qu'on propose plutôt dans ce manuel, c'est vraiment des prototypes et pas forcément des outils finis. Et le test qu'on fait maintenant, c'est à travers la pratique de terrain, à travers certains projets, c'est de tester ces prototypes et de voir leurs possibilités d'action, mais aussi de les améliorer au fur et à mesure des questions qu'on aborde. À chaque fois qu'on fait une carte, on se pose une question particulière, une problématique, et c'est ce qu'on a fait à travers le livre par ces chapitres. Donc par exemple, et si on regardait le sous-sol, et si le territoire était un terrain de vie, et si le paysage était fabriqué par le croisement des animés, et si la frontière était un continuum. Et ensuite, on se posait la question du comment. Comment noter les rythmes de vie? Comment passer d'une version ressourciste de la Terre à autre chose? Comment vivre dans les ruines et prendre en compte les temps longs? Et en fait, ces questions ont motivé des sortes de variations cartographiques et que nous, on a appelé des potentiels cartographiques. Donc, on va vous présenter une petite expérience de désorientation en vous lisant aussi un passage du livre pour qu'on rentre vraiment là dans la matière, on va dire. Donc, cette expérience de désorientation, elle commence par cette terre, cette sorte de terre qui n'est pas la bille bleue, lisse et brillante qu'on a l'habitude de voir, mais qui est plutôt une terre marquée avec des traces, des tatouages, des cicatrices sur sa peau. Parce qu'on fait l'hypothèse que finalement, les paysages fantômes, c'est peut-être le résultat de notre négligence vis-à-vis du sol et de ses profondeurs. On ne voit pas ce qu'il y a en dessous, que ce soit ceux qui habitent les profondeurs ou les objets qu'on a délibérément enfouis dans les strates de terre.
Un urbanisme, en effet, le sol est une surface qu'on partage avec un cadastre. C'est une frontière donc, qui est fictive, une ligne sur un morceau de papier qui pourtant attribue ou nie le pouvoir d'habiter. Mais on sait aussi que l'effet de nos actions, en particulier des déchets, ne se limite pas en surface, mais s'écoule dans le sol, s'accumule en dessous et modifie la chimie des roches et des organismes. Donc, on vous propose avec ce premier modèle sol d'orienter notre attention, notre regard vers le sol et vers le ciel, au moins jusqu'à la canopée, la limite où la vie peut se développer, qui est en fait la limite de la zone critique. Donc, on va maintenant explorer ce terrain spéculatif en suivant les différentes strates de cette carte. Donc, dans le premier mètre, on trouve une matière qui grouille de mouvements, composée d'une multitude de particules organiques. La surface, qui est ainsi retournée sur seulement 1 mètre, est tapissée de micro-fissures et pèse quelques milliers de tonnes. À quelques endroits, cependant, il n'y a rien. Le sol est mort, non pas vide, mais rien ne bouge. À la place, des morceaux de gravats, plus ou moins entiers, s'enfoncent plus profondément. Jusqu'à moins 3 mètres, nous suivons les galeries des taupes et des terriers de petits mammifères qui nous redirigent en surface. La galerie est ici et là interrompue par un sarcophage de béton, des cuves, semble-t-il, qu'un réseau de pipelines relie. Entre les cuves, l'eau s'infiltre et draine leur contenu plus profondément. À moins 10 mètres, nous découvrons les vestiges d'anciennes constructions, larges, rectangulaires. Elles tassent le sol et se mélangent aux roches. À certains endroits, les racines les ont déjà rejetées en surface, comme si elles n'étaient plus les bienvenues dans le monde souterrain. Pourtant, la plupart du temps, les organismes habitants et les objets hébergés cohabitent dans les premiers niveaux. À moins 50 mètres, on ne peut plus distinguer les origines des uns et des autres. La chimie opère ses transformations sur les organismes et les matériaux. À moins 100 mètres, les roches témoignent d'un dernier état de la matière. L'extension de l'emprise humaine est autant lisible horizontalement que verticalement, dans l'accumulation des actions humaines qui ont pénétré le sol jusqu'aux strates les plus profondes. La carte, ce modèle sol, rend ainsi possible la visualisation des flux constants entre les différents niveaux de sol, une fluidité que l'on associe rarement à la Terre. Ici, un éboulement a provoqué la rencontre de 2 strates, donc de 2 temps qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Ailleurs, l'infiltration de substances toxiques s'est faite par l'intermédiaire de l'eau jusqu'à contaminer les nappes phréatiques. Donc cette lecture qu'Alexandra vient de faire d'un passage du livre vous a permis d'entrer dans la carte par un phénomène de désorientation sans pour autant que vous puissiez comprendre comment celle-ci a été construite. Et c'est ce que je m'apprête à vous expliquer. Donc comme nous l'avons vu, chaque carte présuppose la construction d'un point de vue et d'une relation au monde. Et en fait, c'est ce geste de construction des cartes auquel nous avons voulu donner accès par le partage des rapports de fabrication des différents modèles cartographiques à chaque chapitre. Et ici, nous allons nous intéresser à la carte sol, au chapitre sol. Dans l'histoire, on avait pu quitter le point de vue surplombant et voir à l'intérieur du globe comme dans le géorama, mais ce changement de point de vue n'avait pas amené une transformation radicale des territoires décrits. Donc là, on va voir comment le modèle cartographique, mais on peut appeler ça aussi une matrice, est construit. Donc à partir du globe, de cette bille bleue dont Alexandra a parlé, on a coupé, comme finalement dans le géorama un peu plus tôt, on peut voir que quand elle est coupée de cette façon, le noyau prend énormément d'espace à l'intérieur de la représentation, et le sol et l'atmosphère, qui finalement sont les espaces sur lesquels se concentre la vie, sont très minces et très difficiles à lire. Alors on a choisi de déployer un phénomène de retournement où l'atmosphère se retrouve à l'intérieur, le sol se déploie par strates et le noyau enferme l'image. Ce processus le fait de retourner la carte comme un gant fait apparaître le sol, mais aussi une architecture enfouie des organismes habitants. Le sol que l'on croyait homogène et solide est vu du dessous, mouvant, poreux, liquide.
Et on voit aussi que sa structure est sans cesse modifiée comme sa forme. À chaque fin de chapitre, chaque chapitre se clôt sur le résumé un peu de ces gestes, le partage de cette anamorphose. Et c'était vraiment important parce que finalement, dans ce manuel, c'est aussi une transmission d'un geste. Donc voilà comment se construit la matrice. Et en fait, cette anamorphose, elle a plusieurs effets. Je vais en parler seulement d'un. La basse atmosphère qui se retrouve au centre du diagramme ne flotte plus dans un espace illimité, elle est fortement couplée avec la surface du sol. Et en mettant l'atmosphère au centre, en vase clos, cela souligne le fait que tout n'est pas dispersé dans l'atmosphère, mais tout nous revient, que nous vivons dans un système fermé. Cela signifie que si nous polluons l'atmosphère, il n'y a pas d'échappatoire, contrairement à l'impression donnée par la vision traditionnelle du globe qui flotte dans un univers infini. Donc en fait, cette carte, cette façon de dessiner rend tangible l'effet boomerang et tout se passe comme s'il n'y avait plus d'en dehors du monde. Donc voilà un des effets de cette anamorphose. Et grâce à cette expérience cartographique, en fait, nous sommes passés de la posture de la première vignette en haut à gauche à celle du dessous. Et ce déplacement du corps du cartographe pose la question des instruments qu'on emmène dans l'équipe. Et il faut réinventer, réécrire cette figure de l'arpenteur. Et donc, ce qui est intéressant dans cette vignette, c'est de voir que finalement, le cartographe doit s'équiper pour aller sur le terrain. Et c'est intéressant de mettre en parallèle avec ce que font les scientifiques quand ils vont sur le terrain, donc les scientifiques de la zone critique, dans lequel le paysage est instrumenté. Donc, je vais maintenant essayer de vous présenter donc, assez rapidement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop de temps, mais l'exposition qui est au ZKM, au Centre d'art et médias à Karlsruhe en Allemagne, qui est malheureusement fermée pour le moment, mais qui, on l'espère, va réouvrir, comme disait Hugues au début. Mais avant, j'aimerais vous proposer un petit détour par une expérience de terrain. Donc, vous allez voir dans la petite vidéo sur la gauche apparaître un instrument qui s'appelle le River Lab et qui est né de la contraction entre la rivière et le laboratoire parce qu'il s'agit en fait d'un laboratoire entièrement équipé et installé dans le paysage. Et plus particulièrement donc dans un observatoire de la zone critique. Donc un observatoire de la zone critique, c'est un bassin versant équipé d'instruments scientifiques pour capter la complexité du sol, depuis les roches jusqu'à la canopée des arbres. Donc la zone critique, c'est la fine couche de la planète Terre qui est modifiée et maintenue habitable par les êtres vivants. Et comme ce processus est assez mal connu en termes de réaction, de variation ou d'évolution, donc c'est tout un programme interdisciplinaire des sciences de la Terre qui a été lancé pour l'étudier donc dans des observatoires situés à différents endroits du globe et qui échangent de la data. Donc par exemple, le River Lab permet aux scientifiques d'enregistrer avec précision donc les variations des éléments chimiques de la rivière toutes les 30 minutes. Donc c'est une sorte de microscope, parce qu'on parlait de Hooke tout à l'heure, donc c'est comme un microscope pour la géochimie, donc qui décompose la rivière en autant de particules qu'il y a à l'intérieur d'une goutte d'eau. Et donc dans cette optique, il n'y a pas seulement une rivière d'eau, mais il y a aussi une rivière de soufre, une rivière de calcium, une rivière de magnésium et autant d'éléments qu'il y a en fait. Donc ça change vraiment dans la façon dont on comprend les éléments du paysage. Et donc là, ce que peut-être que vous commencez à entendre, c'est une symphonie qu'on a générée avec un compositeur à partir des données du River Lab. Donc chaque portée, c'est un élément chimique de la rivière sur un an. Donc vous pouvez aussi l'écouter dans l'espace virtuel. Donc ça, c'est un peu comment les scientifiques représentent leur observatoire. Et ce qui est intéressant pour nous, peut-être architectes et paysagistes, c'est l'aspect paysage instrumenté. Et sur le terrain, la visite du site, elle est particulière en fait parce que on fait le tour des instruments avec les scientifiques
Et c'est eux qui nous montrent toutes les étapes du processus, de la récolte de matière jusqu'au laboratoire. Donc, ce qui s'appelle aussi voilà, enquête de terrain, donc comme l'a dit Axel tout à l'heure. Et donc, pour l'exposition, on nous avait demandé de créer une installation qui rende compte de ce qu'est un observatoire de la zone critique. Donc, on a choisi cet observatoire comme témoin. Donc, il se situe dans la forêt des Vosges, en Alsace. Il s'appelle le Strambach. Et donc, ces problèmes écologiques donc, que les scientifiques essaient au moins d'analyser, donc c'est les pluies acides, les sécheresses, les parasites et l'exploitation forestière. Et voici ensuite l'espace du ZKM, donc du musée. Voilà, on avait à disposition cette grande cour avec ce grand volume, avec cette coursive. Et donc, notre première idée, ça a été de transposer ce bassin versant, cet observatoire, dans l'espace du musée. Mais une zone critique, c'est avant tout un paysage instrumenté. Donc, on n'a pas reconstitué le paysage forestier, mais uniquement l'instrumentation. Et donc, dans l'espace d'exposition, qu'on voit ici en axonométrie, on a recréé les stations telles qu'elles sont positionnées en fait sur le site, en conservant les hauteurs. Par exemple, certaines stations sont sur les points hauts, comme la station météo. D'autres sont en point bas, comme la River Lab. Donc, on a gardé cette situation. Et dans chacune des stations, on donne à voir des phénomènes qui se passent dans la zone critique et qui recomposent notre type de paysage. Donc, voici l'espace tel que vu, constitué et vu depuis l'entrée. On a réalisé une maquette en masse du bassin versant pour aussi souligner le contraste entre ce bloc morphologique, donc, que vous voyez en avant-plan, merci, et le déploiement de l'espace instrumenté à l'arrière. Et lorsque vous êtes en fait là au rez-de-chaussée, c'est comme si vous étiez en fait sous le bassin versant, dans ses profondeurs, comme un petit peu la carte qu'on a montrée tout à l'heure. Et ce que vous voyez suspendu au-dessus, qui reconstitue la topographie du bassin, c'est en fait un instrument de géophysique qui est appelé les géophones et qui envoie des ondes dans le sol pour recomposer la structure de la roche. Donc l'important pour nous, donc c'est une installation, pardon, j'ai oublié de le mentionner, vraiment collaborative, avec SOC composé de donc Axel et Sohail Ajmer Baba. Il y a aussi des artistes, Sonia Lévy, qui ont participé, des compositeurs. Il y a aussi des scientifiques qui se sont beaucoup impliqués dans l'installation en nous donnant leurs données ou bien en connectant certains instruments en live sur le site. Puisque c'est vrai qu'en fait, pour nous, rendre compte de l'expérience de terrain, c'était vraiment l'important, comment se déplacer d'instrument en instrument, parce que c'est eux qui nous donnent accès à cette dimension particulière du paysage. Par exemple, aux dimensions moléculaires, comment on cartographie le soufre, l'effet aussi des marées sur la nappe phréatique, mais aussi la fracture des roches ou comment l'eau circule en profondeur. Et on avait aussi un petit peu à cœur de montrer cette architecture qui est assez particulière dans les observatoires et qui n'est pas inintéressante à en trouver aussi pour les architectes. Donc juste pour finir sur l'expo, donc il y a aussi une exposition virtuelle que vous pouvez aller voir, j'ai mis le petit lien ici, et dans cette expo vous voyez une carte, la carte sol. Donc on a utilisé le modèle Terraforma présenté par Axel tout à l'heure pour aussi faire une carte avec des vraies données, donc c'est une carte de cet observatoire et vous voyez en bleu les petits instruments qui permettent en fait de cartographier cette carte. Et donc, si vous baladez dans le site, vous verrez apparaître des fenêtres où il y a aussi les films de Sonia qui nous montrent en fait comment les scientifiques travaillent sur le terrain, quels sont leurs gestes, etc. Et puis, on a aussi cartographié
le cycle du soufre. Donc, c'est un travail qu'on mène aussi avec l'Institut de physique du globe de Paris, comment on cartographie les cycles et comment on essaie de montrer que les activités humaines les perturbent. Donc Alexandra vous a montré comment on pouvait faire une carte à partir d'instruments in situ, d'un paysage monitoré. Sur le même espace, on peut parler d'une deuxième exploration, d'une deuxième enquête, à partir d'un des habitants de ce territoire, un arbre. Et à partir, enfin voilà, donc pardon. Donc à partir de ce point de vue d'un être. Alors, en fait, on utilise, donc voilà cet habitant dont je voulais parler, de la forêt de l'observatoire. Alors, on est parti de ce concept développé par Emmanuel Ecocha dans La vie des plantes, qui est le point de vie. Donc, je vous laisse juste le temps de lire cette citation. Nous n'avons pas besoin d'un point de vue, mais d'un point de vie. L'univers vit, il est produit des vivants à toute échelle. Et c'est en observant le vivant que nous pouvons expliquer l'univers et non vice-versa. Donc, en fait, dans cette citation, il y a plein de choses, mais notamment ce lien inextricable entre les différentes échelles, entre le corps et l'espace. Et ce qui nous a intéressé dans le point de vie, dans l'idée du point de vie, c'était qu'en plus d'une non-hiérarchisation entre les humains et les non-humains, ce concept a été pour nous une manière d'incarner le point de vue, donc de lui donner un corps, de le situer dans l'espace et de le comprendre comme participant à la création de cet espace. Donc il n'y a pas de corps sans espace et pas d'espace sans corps. C'est l'idée. À partir de cette idée, s'est développée une deuxième matrice qu'on appelle la carte point de vie, un deuxième modèle, et donc je vais passer, mais très rapidement, sur les étapes de construction, mais on considère que dans une vision classique, on est soit dans le monde, c'est-à-dire comme dans l'intérieur d'une monade, et il y a un dedans et il y a un dehors. Finalement, à partir de soi se développe en extension toute une série de seuils de la peau, de la limite de notre parcelle, de la limite de la ville, vers une échelle plus lointaine, une échelle plus grande et peut-être difficilement préhensible. Et à partir de ce déploiement, de cette idée qu'on est sans cesse dans un passage de seuil et sans cesse dans un passage de frontière, on a voulu garder ce principe d'inversion qui a construit le modèle sol en retournant en fait cet intérieur sur cet extérieur et donc penser le corps tout autour et qui intègre tous les différents seuils vers une échelle de plus en plus lointaine mais qui est finalement le centre de notre monde et le centre de notre terrain de vie. Donc cet emboîtement d'échelle et d'enveloppe, il est vraiment constitutif de ce modèle et il permet de tracer des récits, des lignes à travers toutes les échelles qu'on a pu appeler des transepts climatiques. Donc de montrer que voilà, le modèle et voilà, la carte, toujours dans l'esprit où le modèle est une lentille optique et quand il est posé, après c'est une métaphore parce qu'il y a énormément, il y a un travail justement d'enquête, mais cela génère une carte. Donc voilà la carte point de vie et on voit en fait comment tout cela peut s'imbriquer, dessiner des climats qui parcourent différentes échelles du corps, de la peau à l'espace de la géographie. Et donc voilà un peu un zoom sur ce transept climatique et par exemple comment une tempête impacte à la fois à l'échelle du kilomètre comme à l'échelle de la peau. Donc voilà comment on a essayé de rapprocher et d'imbriquer ces échelles en pensant la continuité du corps et de l'espace. Donc à partir de ce modèle, on a construit cette carte non plus à partir de l'humain, mais à partir du non-humain. Donc comment on pouvait appliquer cette idée d'échelle emboîtée à partir du point de vue d'un arbre, donc d'un hêtre et d'un épicéa, qui étaient les deux espèces présentes sur le site. Je vais juste insister sur l'épicéa. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement ces transects qui sont là devenus dans le projet plutôt des faisceaux. Là, on en voit 4 quand on éclate la vision et que vous pouvez avoir à la fois la légende et la construction de la matrice. Il y a 4 faisceaux qui sont 4 histoires. Ce qu'on peut dire, c'est aussi que les cartes, elles parlent du rapport entre la data et la narration, c'est-à-dire est-ce qu'on fait un récit d'une carte
et on le représente, ou est-ce que la carte participe à la création du récit? C'est une question qu'on approche au fur et à mesure des expériences. Ici sont tirés un peu 4 fils du récit, de ces récits entremêlés du territoire. Et on va insister sur un seul, celui qui part du scolite, en fait, de cet insecte qu'on pourrait dire parasite, mais c'est toujours une question de point de vue, mais du point de vue de l'arbre, cette fois-ci, c'est plutôt un parasite, puisque ce petit insecte se loge dans le cambium de l'arbre, c'est-à-dire dans la fine couche de couleur pâle qui est située juste entre l'écorce et le bois, donc là où se fabriquent les cellules. Le réchauffement climatique favorise en fait la croissance de ces insectes et le déploiement territorial de ces insectes. Et on voit qu'à partir finalement donc tout à droite, on voit ce scolite dans l'écorce qui finalement nous permet de relier toute une histoire jusqu'à la question de quels sont les effets du réchauffement climatique à plus large échelle. On voit qu'à partir de ce fil se nouent des histoires qui prennent différentes formes sur le territoire, mais qui prennent aussi qui revêtent différentes structures narratives. Puisque finalement, si on sort de l'écorce et qu'on va vers les branches, les épines tombent, qui vont acidifier le sol, et tout est un cycle. Et c'est ce cycle, en fait, c'est ces porosités entre les différents seuils que les scientifiques vont mesurer grâce à leurs instruments. Bon, voilà, là, c'est le scénario un peu à son état presque storyboard, où les entités ne sont plus reliées, et la carte permet justement d'écrire le territoire partagé de ces entités. En fait, la rencontre sur le sol, sur le corps territoire de toutes ces entités. Donc l'heure tourne, on va pas présenter tous les modèles, on a présenté les 2 premiers, le sol et le point de vie. On va juste passer très rapidement sur chacun d'entre eux, juste en vous présentant en quelques mots la question qui a été à l'origine de chacun des modèles. Donc le 3e modèle, c'est le paysage vivant, et là la question c'était de suivre les terrains de vie de différents êtres, qu'ils soient humains ou non humains. Donc ça part des micro-organismes jusqu'aux chats sauvages, aux chauves-souris ou un architecte par exemple. Et l'idée c'est de trouver les lieux d'intersection, mais surtout des signatures géométriques. Donc à quoi ressemblerait le terrain de vie d'un salarié par rapport à celui d'une chouette par exemple, et quelle serait leur interaction s'il y en avait. Le 4e modèle, donc qui est frontière. Donc là, il s'agissait vraiment de tordre littéralement le référentiel géographique de la frontière pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de délimitation, mais un réel continuum, comme c'est le cas en fait en réalité, parce qu'on habite des milieux, donc un continuum de milieux. Le 5e modèle, donc c'est espace-temps. Donc là, la question, c'était comment représenter des rythmes de vie nécessairement superposés, surtout dans un contexte métropolitain. Quels sont les moments de désynchronisation, de synchronisation, et comment finalement le temps rend l'espace plastique, et est-ce qu'on pourrait concevoir une architecture avec cette plasticité des rythmes de temps. Et pour cet modèle spécifiquement, on s'est interrogé sur les systèmes de notation empruntés à la musique ou aussi à Kevin Lynch par exemple. Le modèle ressources, donc qui est le 6e, celui-là il fait vraiment écho à ce qu'on disait tout à l'heure au début sur les ventouses et les paysages fantômes, puisque là la question c'est comment sortir de la conception de ressources comme extraction d'un territoire, et comment à la place redéployer les multiples sources quelquefois cachées de ce territoire. Et enfin, le dernier modèle, donc mémoire. Donc là, la question se boucle aussi avec le début de la conférence sur les paysages en ruine. Ici, la question, c'était de comment, en repérant les fossiles de l'Anthropocène, repenser des futurs possibles.
Et donc, ce dernier modèle, il prend particulièrement en compte donc, les effets collatéraux de l'aménagement, le FEROL, dont parle Tsing, du hors contrôle, en essayant de construire donc, à la fois un outil pour reconnaître ces paysages, mais aussi pour être capable d'ouvrir des temps comme des faisceaux, des espaces potentiels, et aussi voilà, déjouer, détourner ces géographies qui nous hantent. Et la question qui nous occupe en ce moment, c'est comment le travail de dessin doit peut et doit s'accompagner d'une réflexion un peu sur la performativité de la carte, comment entrer dans la carte, comment la penser comme un espace immersif, donc le rapport carte et territoire. La collaboration avec Frédéric Atoati sur la conférence spectacle Inside, donc on a déjà un peu parlé de Bruno Latour, ça a préfiguré ce chantier de réflexion qui a été mené vraiment en tant qu'architecte sur la relation entre espace scénique et cartographie. Donc je parle du point de vue de la construction des images. Et en fait, cette construction d'un espace cartographique tridimensionnel par le déplacement des images en 2D et l'utilisation des différents supports de projection qu'offre la scène a transformé celle-ci comme un prototype de visualisation expérimentale. Maintenant, on se pose la question de comment les modèles de Terraforma peuvent créer ces espaces d'immersion, à la manière aussi du Géorama et de tous les spectacles scientifiques du 19e. Répondant à cet objectif des cartes de Terraforma, qui en fait, à partir de problématiques réelles et de données collectées au sein de projets d'aménagement ou de terrain observés par les scientifiques, vise chacune à construire des alternatives qui s'explorent en fait au fur et à mesure qu'elles s'inventent. Et ça, c'est très important. Donc en fait, comme dans l'allégorie d'Abbott Flatland, qui a été écrit en 1884, où un carré qui vit dans un monde 2D rencontre une sphère qui vient de la troisième dimension. L'idée, c'est de tenter l'expérience, de modéliser ces dimensions qui sont jusqu'alors restées invisibles et qui nous sont ouvertes en fait par la prise en compte de l'agentivité du vivant. Donc c'est à la fois une expérience conceptuelle et esthétique, mais c'est aussi une expérience politique finalement pour reprendre position dans le monde. Et en fait, cette expérience presque politique, c'est une expérience collective surtout, puisqu'on mène depuis la sortie de Terraforma une série de chantiers d'écriture cartographique, de réécriture participative et expérimentale du terrestre. Et en effet, parce qu'on a réalisé qu'il était important que ça soit une entreprise collaborative, puisqu'il fallait capter un peu ces milliers de récits, ces milliers de points de vie, de points de vue, de voix en tout cas, qui écrivaient les territoires plus ou moins ensemble. Donc quand la cartographie dépliée par l'espace scénique d'Inside permettait l'immersion dans l'expérience de la pensée du philosophe Bruno Latour, ces chantiers-là de Terraforma proposent eux d'impliquer les publics dans l'entreprise cartographique même. Et en fait, la carte, elle est pensée comme vraiment un outil d'autonomisation et la notation chorégraphique comme une grammaire d'une nouvelle compréhension expérience du monde. Et ces chantiers, en fait, ils ouvrent aux différents espaces de réécriture de la carte. On a parlé, nous, du travail de Terraforma qui était un peu la réécriture de la matrice des modèles de la carte, de la construction, de la composition de la carte. Mais il y a d'autres espaces. L'espace justement de la sélection des données, de la sélection des datas, la réécriture de légendes. Et en fait, on a créé une sorte de dispositif collaboratif qui permettent de faire des chantiers simultanés de réécriture de ces espaces de la carte. Donc la matrice, la légende et finalement l'écoute et l'écriture des récits qui émergent de cette expérience. Cette série de chantiers, elle est menée dans différents contextes, dans des théâtres, dans des écoles, dans des agences, lors de festivals et aussi auprès de publics variés en âge, en territoire et en degré d'expertise. Et ça, c'est très important parce que finalement, il y a plein de vécus possibles de ces chantiers. C'est-à-dire qu'à la fois, ça peut permettre de sensibiliser à l'environnement par la description de ces terrains de vie individuels, mais on peut aussi entrer dans la peau d'un animé pour expérimenter d'autres façons de produire le territoire. On peut faire dialoguer des datas et des disciplines qui ne dialoguent pas, et là, c'est plutôt la carte comme objet frontière. Donc ça, c'est l'actor network theory. Enfin, voilà, il y a plein d'adaptations à la situation, au public et au lieu. En tout cas, il s'agit toujours un peu de redéfinir nos rapports d'attachement, nos liens de subsistance et de confronter nos récits territoriaux, en fait.
En fait, ce qui se passe aussi pendant ces chantiers, c'est que force est de constater que plus on a de récits, plus on a finalement de morceaux de territoire, plus c'est difficile de penser une superposition et un récit collaboratif. Mais c'est justement l'enjeu en fait de ces endroits de réécriture, c'est que finalement la carte se fait aussi dans la négociation, dans le dialogue, et une image, on est passé vite dessus tout à l'heure, mais voilà, ça commence toujours comme ça en fait, les ateliers, c'est-à-dire qu'à un moment se superposent très mal tous les micro-terrains de vie. Et on passe dans ce moment de réécriture collaborative, où il faut travailler ensemble, étape par étape, à la coexistence de ces points de vie. Et c'est comme ça que la carte se mue en un espace de médiation pour faire cohabiter ces différentes visions du monde et faire discuter les différents acteurs. Voilà comment il devient un espace de relecture et de réécriture du territoire, comment en fait ces outils cartographiques offrent in fine une visualisation des différents formats de récits et permettent d'observer la corrélation, la concrécence, donc le fait de grandir ensemble, mais aussi la coproduction entre une figure spatiale et un schéma narratif. Voilà, pour finir, en fait, un échantillon de toutes ces mini-réécritures à partir de l'outil Sol et du modèle Sol, qui a été fait dans plusieurs ateliers, à l'école de Versailles d'architecture, à l'école d'art de Toulon, à l'ETH de Zurich. Voilà, enfin, c'est que un aperçu de notre début de collection. Là, il ne s'agit pas encore de faire cohabiter ces visions du monde, c'était une pixelisation et chacun représente un peu sa cosmologie. Mais c'est le résultat d'un atlas, un peu d'un nouveau genre, un atlas qui permet de reprendre un peu la main sur l'écriture et la description pour chacun de son territoire. On vous remercie. Donc, on ne voit personne. Je vais peut-être arrêter de partager l'écran. Voilà. Est-ce que vous nous voyez ou pas? Oui, très bien. Donc, merci d'avoir écouté. J'espère que ce n'était pas trop long et qu'on était dans les temps. Donc, donc j'écoute pour les questions, des réactions, si vous en avez. Oui, merci beaucoup Axel, Alexandra. Et donc, pour les questions, il y en a nos intervenants qui ont accès au micro vont poser des questions. Pour ceux qui n'ont pas accès au micro, je rappelle que vous pouvez poser des questions par écrit via le lien dédié par la barre d'outils en haut. Je crois que Sandra m'a fait signe. Oui. Sandra. J'ai pas trouvé le bouton pour faire lever la main, mais. Je l'ai pas trouvé non plus, mais question de Sandra Parvu. Voilà. Très bien. Alors bon, tout d'abord, merci beaucoup pour cette magnifique conférence, très bien structurée, aussi avec des images et un travail qui donne envie en fait de vous écouter d'une part, de vous suivre dans vos recherches et réflexions, et d'admirer aussi la production. Donc merci pour ça. Je suis contente d'avoir découvert votre travail à travers cette première conférence, et probablement vous suivrez un peu plus assidûment à partir de maintenant dans vos productions diverses et variées. Alors moi j'avais une question très pragmatique, c'est que j'ai raté la première référence au pays. Donc j'ai noté Anna Tsing, mais il y a une première référence que vous aviez faite je ne me souviens plus du tout du nom, sur les paysages fantômes. Oui, c'est vrai que je suis passée un peu vite. Donc c'est l'historien Pomerans qui s'écrit, enfin c'est The Great Divergence, le livre. Oui. C'est Pardon? Je dis oui. Oui. C'est P-O-M-E-R-A-N-Z. Oui. Bon, très bien, merci beaucoup. Alors, moi, comment?
C'est tout. Merci beaucoup. Donc, moi, j'ai une question qui est en fait assez générale. Après, je ne sais pas si vous aurez la gentillesse d'y répondre, mais je me demandais, parce que les cartes, elles sont magnifiques à regarder, et comme souvent les cartes qui sont magnifiques à regarder, on a envie de passer du temps à zoomer, dézoomer, etc., ce que, évidemment, on ne pouvait pas faire dans le cadre de la conférence. Mais je me demandais, il y a quand même une dimension un peu opaque, en fait, en termes de codage, de code. Elles sont magnifiques, mais en même temps, il y a des éléments qu'on reconnaît, qu'on peut interpréter comme appartenant au code de la coupe ou de certaines représentations en plan, mais par ailleurs, pas. Et donc, je me demandais dans quelle mesure le fait d'avoir réalisé, dans le processus de réaliser ces cartes, parce que, pardon, je reprends, vous dites, en fait, la carte, elle a toujours, c'est très beau, hein, tout ce que vous racontez sur la façon dont Robert Hooke, quand il invente le microscope, il invente aussi l'image, enfin, il dessine, il cartographie ce qu'il a trouvé, donc il donne à voir quelque chose qui existe, mais qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, et vous dites, c'est ça la carte qu'on essaie de faire, de la même façon. Et puis, il y a aussi cette idée que tout ce qui est resté en blanc, tout ce qui n'est pas représenté, une invitation à coloniser. D'ailleurs, il y a toute une série de conférences sur le désert, en ce moment réalisées par un chercheur algérien, français, à Cornell, qui est tout autour de cette question-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait le vide ou on fait semblant qu'il y a le vide pour mieux s'attaquer, coloniser, etc. Donc tout ça est magnifique, mais par contre, je me demandais dans quelle mesure vos cartes, vous les avez réalisées, après elles vous ont permis de comprendre des choses, c'est-à-dire est-ce qu'elles vous ont apprises, parce que comme ça, sinon de l'extérieur, pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'est un peu, ça peut être une très belle œuvre, mais je n'arrive pas à saisir quel est le processus heuristique. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une carte, en général, bon, de manière très banale, bancale, c'est pour, par exemple, pour ne pas se perdre. Donc ça permet à quelqu'un qui ne connaît pas le territoire de s'orienter sur ce territoire. Ou il y a plein d'autres exemples dans lesquels, en fait, la carte est producteur de connaissances. Donc, dans quelle mesure la réalisation de vos cartes, pour quelqu'un qui n'aurait pas, disons, suivi toute votre réflexion, est-ce qu'elles permettent de comprendre ou de saisir certaines choses? Alors, je suis désolée, hein, c'est une question un peu à ras et pâquerette, mais non, mais parce qu'on est à distance. Ouais. Je ne peux me tenir qu'à la même distance de vos cartes, de la distance imposée que vous avez choisi de nous montrer. J'imagine qu'en exposition, c'est plus facile. Oui, alors, si vous... Voilà. Je ne sais pas si ça coupe un peu. Donc, sur cette question, par exemple, la carte Sol, en fait, ce qu'elle nous a permis tout simplement, c'est de comprendre ce que c'est la zone critique. En fait, elle a été élaborée donc en lien, suite à une demande aussi de ces scientifiques qui n'arrivaient pas à visualiser la zone critique. Donc ça, comme point de départ, c'était assez fantastique pour nous parce que quand on faisait des cartes, on représentait vraiment que la surface et tout d'un coup, en fait, en discutant avec eux, on s'est rendu compte que voilà, il y a toutes ces dimensions qu'on ne voyait pas. Donc, en fait, il y a d'abord comme on l'a dit, ce geste, en fait, enfin, plus qu'un geste, c'est une construction de nouveaux repères pour essayer de comprendre une question qu'on nous pose. Donc, on nous pose dans le cadre de cette carte Sol de la zone critique, mais aussi qu'on a élaboré un peu nous-mêmes sur des questions d'aménagement. Par exemple, sur l'espace-temps, je ne sais pas si tu veux, ou d'autres, mais c'est toujours en lien avec une question qu'on n'arrivait pas à travailler dans les projets d'aménagement, mais qu'on a pu travailler avec la carte, en fait. Et je pense qu'il y a plusieurs sous-questions dans votre question, c'est-à-dire, quelque part, ça parle aussi de la question de l'utilité ou voilà, de comment cette carte, elle je ne suis pas dans l'utilité. Non, mais dans l'utilité, dans la fonction, disons, quand on disait qu'une carte peut servir à se repérer, effectivement, ces cartes-là n'ont pas du tout vocation à se repérer, mais à montrer en fait les relations
l'imbrication des relations des entités entre elles, et sur le fait que par exemple, Alexandra parlait de la visualisation de la zone critique, mais au départ, la carte sol, c'était aussi simplement, finalement, dans nos projets d'aménagement, l'entrée du sol, elle se faisait toujours par le foncier, par cette surface. Comment on peut voir justement ce qui est invisible, ce qui est dans le sous-sol, et comment justement, si on fait projet dans une carte sol, une fois qu'on y a fait le diagnostic, comment ça impacte tout à fait le projet et tout à fait même le choix du site du projet. Donc, par exemple, ça, c'est une implication. Je veux pas accaparer la parole, c'est vraiment la dernière intervention que je veux faire. C'est sur le plan discursif, je vous entends et je vous suis. J'aurais aimé peut-être que vous preniez, enfin, sachez en tout cas qu'il y a parmi, je ne sais pas combien mon point de vue est représentatif, mais il y a, pour moi en tout cas, vous avez dit à un moment donné, le moment où vous lisiez un passage de l'ouvrage et vous disiez, bon, ça c'est pas une chose qui explique la carte, mais c'est une façon de rentrer dans cette bulle de réflexion de façon. Et maintenant, je vais vous expliquer. Alors moi, j'étais sur le bord de ma chaise pour l'explication. Et en fait, l'explication, vous êtes passé d'une carte à l'autre. Alors que j'aurais bien aimé à un moment donné que vous arrêtiez sur la carte et que vous disiez, bon, là, on a ça, et puis on voit comment les couches, les strates, il y a une perméation, une contamination, je ne sais pas. Il y a, enfin, je me demande dans quelle mesure ces cartes sont aussi lisibles par quelqu'un d'autre que par vous. Et j'en suis sûre que c'est le cas, mais j'aurais aimé que peut-être à un moment donné, vous me montriez cela pour que j'ai une clé de lecture, si possible. C'est pas... C'est vrai que dans l'explication, en fait, on a accentué sur la matrice même, c'est-à-dire comment elle est construite. Et ça, je pense quand même qu'on a expliqué justement que l'atmosphère est au centre et que du coup, on voit ça a des effets. Ça a des effets révélateurs sur certains des phénomènes. Après, sur la lecture, toutes les cartes sont accompagnées d'une légende, comme dans toute carte. Et c'est-à-dire que la lecture de cette légende permet de comprendre les phénomènes de contamination, les phénomènes de porosité, voilà, qui est en fait à côté. Finalement, comment dire, ce que ça dit aussi, c'est que parce qu'on a eu cette question, on y répond, elle n'est pas toujours formulée de la même façon, et là c'est un peu différent, mais cette question de comment, est-ce qu'elles sont lisibles ces cartes, pourquoi, par qui, et en fait avec tout le danger que ça a, c'est-à-dire de former une image qui devient fixe et iconique et qui n'est plus du tout au service d'une pensée en train de se faire ou d'un projet par exemple. Mais bien sûr, ça c'est un biais et il est exposé comme un biais possible aussi. Et l'idée, c'est de se dire que de toute façon, on réapprend à lire ces cartes comme on a appris à lire les cartes qu'on connaît. C'est-à-dire que à quelqu'un qui ne vit pas dans notre système de représentation et dans le monde occidental, elles ne sont pas si faciles à lire que ça, les cartes IGN par exemple, et c'est toute une codification. Même quand on voit la légende IGN, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, de toute façon, il y a un outil, un équipement autour des cartes qui permettent de lire ce qui s'y passe et de rentrer dedans. Ce qui est important aussi, c'est que finalement, elles permettent de penser une superposition des récits, c'est-à-dire qu'on pourrait faire différentes explications d'une même carte. Alexandra a lu un passage du livre qui était aussi très descriptif et on parlait d'une sorte de comment se développe la spatialité à partir de cette carte-là. Mais après, on pourrait parler du phénomène, et c'est ce sur quoi tu travailles, de comment en géochimie, voilà, il y a des choses qui se passent dans le sol et on suivra un autre fil. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'une carte offre une diversité d'interprétations et de fils à tirer et de récits. Et ça, par contre, c'est quelque chose qu'on se refuse de simplifier. Voilà, c'est ça. Ouais. Juste après, c'est vrai qu'on aurait pu décomposer plus les étapes. Après, c'était peut-être pas le choix de la conférence où on a essayé, voilà, de montrer les types d'expérimentation qu'on fait et puis les différents outputs que permet en fait les cartes, que ce soit d'expo ou des ateliers ou voilà. Très bien, merci. Bien, merci beaucoup. Je vois qu'Emmanuel du Trio souhaite poser une question. Emmanuel, je te passe la parole. Je rappelle à ceux qui nous suivent sans pouvoir accéder au micro qui peuvent poser des questions sur le fil de questions de la conférence, par écrit. À toi, Emmanuel. Merci.
Merci aussi, merci à vous effectivement pour cette passionnante présentation et dont la complexité de votre travail, dans le sens plein de ce terme, nécessiterait évidemment que moi j'ai eu l'occasion de le regarder un peu en amont à distance, mais évidemment le voyage à Karlsruhe serait bien utile, sans parler du voyage à l'intérieur du livre que je n'ai pas pu accomplir si ce n'est vraiment à distance. Et j'avais des questions un peu sur un plan voisin de celle de Sandra. À vous entendre, mais c'est sans doute aussi dans la mesure où c'est une connaissance partielle, très partielle que j'ai de ce travail. À vous entendre, je me demandais, dans votre qualité d'architecte, ayant travaillé sur le paysage, quelle était au final la visée, si je peux dire disciplinaire, que vous vous proposiez de conduire à partir de cet appareil cartographique, et quelle est la visée? Est-elle didactique ou est-elle instrumentale? Il y a là indéniablement un instrument de connaissance que vous mettez en place, et en fait j'y voyais peut-être, j'aimerais bien vous demander ce que vous en pensez, deux visées complémentaires, l'une à travers l'efficacité, le caractère séduisant de cet appareil dans sa performativité. Vous avez évoqué la question de la scénographie, vous avez présenté des images gelées de la conférence donnée par Bruno Latour, Inside. Il me semble qu'il y a une capacité future, peut-être, puisque vous avez parlé de ces développements-là, à aller dans le sens de la production d'ambiance qui permettent de dire le monde, de le sentir, de le présenter, de le présentifier. J'insisterai peut-être sur cette dimension de la présentation à l'adresse d'un public qui n'est pas nécessairement un public spécialisé, mais de rendre compte d'un état du monde, si on peut dire, à l'appui, le cas échéant, d'un propos qui peut être celui de Latour ou d'autrui, ou simplement du fait de l'efficacité de cette dimension performantielle. Puis d'autre part, vous avez, là, dans la réponse que vous avez faite à Sandra, vous avez évoqué la relation que cela induit entre, quelque part, les artistes que vous êtes à travers ce travail et les scientifiques. Donc c'est peut-être un autre enjeu qui consisterait à faire en sorte que les scientifiques se comprennent eux-mêmes ou comprennent ce qu'ils font et se représentent les choses. Je vois une tension entre la présentation dans un premier temps et cette représentation. Il me semble être aussi du reste sous-jacente dans l'ouvrage de Daston et Galison auquel vous vous appuyez aussi par ailleurs. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette observation. Oui, assez rapidement. Merci pour cette analyse. En fait, c'est assez juste, je pense, sur la façon de aussi comment on essaye de se positionner quand on dit entre les arts et les sciences. C'est comment aussi faire le lien en fait entre ces deux mondes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille avec Frédéric, avec Bruno. C'est voilà, comment, à partir de concepts scientifiques quelquefois un peu obscurs ou alors difficiles à comprendre, on génère des outils et des visualisations qui permettent de transmettre quelque chose autrement que par des papiers scientifiques et peut-être en suscitant des affects en fait pour essayer de penser aussi ce changement climatique. Donc ça, c'est quand même voilà, un positionnement qu'on essaye de défendre. Donc, si ça transpire dans la présentation, c'est plutôt bon signe. Et peut-être pour répondre au début de votre question sur quelle était en fait la portée presque du point de vue disciplinaire.
En fait, c'est vrai qu'au départ de ce travail, il y avait vraiment une liste de questions qui venaient vraiment des projets. Et enfin, on a parlé de la question du foncier, mais il y avait la synchronisation des espaces-temps urbains entre le temps politique, le temps social. Voilà, enfin, on avait une liste comme ça qui était finalement très pragmatique et de problématiques qu'on n'avait pas réussi à aborder de manière satisfaisante parce qu'on avait le sentiment qu'il y avait un lien avec la question des outils qu'on avait à notre disposition. Donc c'était ça, en fait, on est vraiment parti de ce terrain-là. Après, le retour de ces outils-là vers des outils pratiques, c'est quelque chose qui peuvent être réutilisés dans le cadre de projets urbains. C'est quelque chose sur lequel on travaille, mais qui est aussi qui est difficile parce que des fois, ça remet en cause aussi tout le processus de production, en fait, dans la fabrique de la ville. Donc, voilà, c'est peut-être parfois trop radical, peut-être que ça doit se faire plus en amont. Voilà, c'est des choses qu'on est en train sur lesquelles, à travers des projets, mais qui sont vraiment embryonnaires, on est en train de travailler. Mais c'est un but in fine que de revenir à cette pratique de l'aménagement, mais on est complètement transformé par notre propre voyage aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut plus pratiquer comme on le faisait il y a 3 à 4 ans, en fait. Donc ça, c'est important, voilà. Et sur le fait que finalement, la fabrication de ces images ou ces dessins, c'est aussi pour nous des outils de recherche, c'est-à-dire que ça a mobilisé le dessin comme un outil de recherche, puisque finalement, et c'est en ça qu'on dit que on écrivait des cartes et on dessinait du texte, c'était vraiment très imbriqué, et que finalement, le dessin des cartes nous a permis d'avancer dans cette réflexion et de presque toucher à des choses de plus théoriques aussi par ces représentations. Donc, c'est devenu vraiment un instrument de travail du point de vue de la recherche, je pense. Et une sonnerie un peu... Ouais. Et oui, peut-être juste pour ajouter, juste sur l'aspect travail avec les scientifiques. Donc, par exemple, la carte sol, et on travaille en ce moment sur la fabrication de cartes de cycle, donc avec eux, et justement, un peu leur objectif aussi, c'est avec ces cartes, de pointer les choses qui manqueraient à observer. Donc, voilà, on continue ce lien. Donc, par exemple, je suis en thèse critique. Il y a bien cette double tension, cette tension entre deux pôles. D'une part, un pôle plutôt nous orientant vers une forme de production sur scène, on pourrait presque dire, ou dans le registre de l'installation. Production je pense à cet environnement que vous avez créé autour de la conférence de la Cour. Et puis il y a peut-être même trois pôles, trois tensions. C'est entre eux justement cette idée de mise en scène de cette carte pour pouvoir faire rentrer un visiteur dedans, ou en tout cas être dans ce que vous racontiez sur la capacité aussi de mettre en scène ces dimensions spatiales. Donc ça qui tend vers la question de la présentation. Il y a le travail plus méthodologique sur les questions scientifiques dont parlait Alexandra, et il y a un dernier champ qui est aussi parallèle. Donc c'est un peu 3 chantiers menés de front et qui, bien sûr, s'auto-alimentent, s'alimentent conjointement, je sais pas, simultanément. C'est ce chantier de réécriture collective qui est entre eux de la sensibilisation, mais qui est aussi un endroit de réflexion sur ce qu'est un récit territorial, comment on écrit une carte collectivement, et c'est presque un troisième pan aussi. Merci. Merci. Il y a des questions qui sont arrivées par écrit, donc je les ai sans publier, je ne sais pas si vous y avez accès, mais il y a une sur le petit outil point d'interrogation. Donc, il y a une première question, donc Duncan qui vous remercie pour la conférence et qui demande: j'aurais une question concernant la méthodologie de vos ateliers. Que demandez-vous de représenter aux différents intervenants réunis autour de la carte? Donc ça dépend, le contexte et la jauge, comme je disais, ça dépend de beaucoup de paramètres de l'événement. Mais par exemple, pour raconter l'expérience qu'on a pu faire à l'école urbaine de Lyon dans le festival à l'école de l'Anthropocène organisé par Michel Lussot,
Là, il s'agissait, donc c'était une des plus gros jauges qu'on a eu, 40 personnes, qui est en fait quand même beaucoup pour un atelier, où on commençait à partir du 3e chapitre et de la question de la description du terrain de vie. Chacun commençait à dessiner son terrain de vie, donc à partir de son point de vie, de sa base, de son territoire d'habitude, de son territoire élargi. Donc progressivement, on partage ses consignes de dessin, voilà, et chacun dessine individuellement son terrain de vie. Se pose un peu ce moment rituel de la superposition des terrains de vie sur la carte centrale et d'explication de qu'est-ce que cette carte et quels sont ses enjeux, pourquoi on fait ça, voilà. La question. Et oui, et pardon, j'oublie quand même que la question c'était... Ben là, par exemple, il fallait décrire un attachement avec une entité particulière, qu'elle soit vivante ou... Enfin, si vivante, humaine ou non humaine, plutôt non humaine, avec lequel on partage un territoire ou un terrain de vie. Si, ça, c'est la question... Bon, bien sûr, c'était introduit par quand même des... pas par une conférence, mais en espèce de un peu lexique ou enfin une acculturation très très rapide à certains termes et certains concepts. Et une fois cette superposition, le groupe se scindait en deux. Avec Alexandra, la moitié du groupe essayait de faire atterrir en fait ces terrains de vie dans l'espace de la carte sol, à voir comment ce qui avait été énuméré, je ne sais pas si c'était des objets, enfin le téléphone portable, l'ordinateur, donc voilà, et tous ces récits atterrissaient donc dans les différentes strates. Et l'autre partie du groupe devait raconter donc cette fois-ci par l'écrit. Sa rencontre sur ce terrain de vie avec un non-humain. Donc faire rentrer des nouvelles entités à partir de ces terrains de vie. Une fois que le premier groupe était acculturé à la façon de faire atterrir par le dessin dans la carte centrale, on formait un peu des binômes entre le premier groupe, qui était une sorte de groupe de gaïagraphes, et les porte-voix des entités non humaines, pour que ces entités non humaines prennent place dans la carte. Et voilà comment, par exemple, en 3 heures, ça commençait à se dessiner et à se former. Voilà un exemple, mais il y en a eu d'autres. On en a fait aussi, par exemple, dans une école d'une classe élémentaire, donc en CM1. Donc là, on n'aborde pas du tout les choses de la même façon. Mais par contre, en fait, finalement, c'est assez intéressant de voir comment la grammaire très abstraite de description, elle était saisie super rapidement. Mais on voyait aussi la difficulté à comprendre, à décrire l'environnement. Le rapport à l'environnement où finalement il y avait très peu de prises et de descriptions. Et l'idée là, c'était de un peu faire communauté autour de cette classe et de dessiner le paysage autour de l'école. Donc voilà, il y a plein de moyens de rentrer dans ces ateliers. Donc c'était 2 exemples. Il y a une seconde question écrite également de Raphaël qui vous remercie pour votre présentation et qui souhaite question sur votre premier chapitre. Quel est votre rapport à la terre, au sol? A-t-il changé après avoir réussi à le rendre visible et comment? C'est une question très très philosophique. Merci Raphaël. Je sais pas trop comment répondre. Oui, ça a changé, mais enfin, je ne sais pas à quel moment. Par contre, c'est surtout en rencontrant les gens aussi qui nous ont finalement aidés à faire cette carte, enfin aidés dans le sens où on a mené l'enquête, et c'est toujours par contamination avec les gens avec qui on travaille qu'on commence à changer nos référentiels. Donc là, le modèle sol, c'est voilà, en rencontrant ces scientifiques de la zone critique, qui s'est développé, et c'est en les côtoyant, en allant aussi les observer dans leur pratique. Voilà, c'est pas un changement, on va dire, uniquement conceptuel, mais c'est aussi un changement qui est lié assez fortement aux pratiques et aux gens avec qui on travaille ou qu'on côtoie. Et en même temps, dans l'histoire de la construction du projet, finalement, on avait une sorte de métafiction qui était notre propre voyage, en fait, comme si justement on était une équipée qui allait équipée de cette lentille optique sur les territoires. Il y a des moments où il y avait un peu ce sentiment de vertige, c'est-à-dire où finalement, comme on commence à dire, en fait, on change la façon de visualiser, ou quand même avec Frédéric, des fois, on se disait, ah mais là, en fait,
enfin, cette prise de conscience de si on avait vraiment ces lentilles optiques perpétuellement, on serait dans un phénomène de vertige assez continuel. Donc, je pense que Alexandra, dans sa réponse, il y a aussi beaucoup de recul parce que tu travailles sur la question des sols dans ta thèse et avec la zone critique. Mais dans l'histoire du projet plus en amont, il y a eu ces petits moments justement qui était presque de l'ordre de la sensation, en fait, quand on travaillait sur ces modèles. Ça complète un peu la réponse. Vous l'avez abordé aussi à la fin de votre intervention, c'est peut-être un peu pour compléter ou déplacer la question de Raphaël, quand vous évoquiez le fait qu'en tant qu'architecte ou architecte paysagiste, votre pratique ancienne chez Base, qu'aujourd'hui vous ne pourriez plus avoir la même pratique. Est-ce que c'est pas ça aussi qui entraîne dans ce nouveau regard sur la pratique et précisément passant par cet outil cartographique, cet outil de représentation, de modélisation? Il y a aussi quelque chose qui est lié au développement de ces outils ou de ces manières de procéder, peut-être. Est-ce que c'est quelque chose qui... Après, quand on disait qu'on ne pourrait plus pratiquer enfin, c'est pas du tout dans une critique de la façon de faire du projet des agences, c'est plutôt qu'effectivement, on est outillé différemment et maintenant, la question, c'est comment intégrer les outils à ces processus de projet. Mais effectivement, il y a cette double transformation, en fait, à la fois conceptuelle et du point de vue de comment pratiquer, du coup réapprendre à pratiquer un peu, finalement, il y a un peu de ça. Mais je pense aussi que finalement, d'être toujours aussi dans un lien entre, et c'est pas évident à construire dans la durée, entre la recherche et la pratique, les cloisonnements disciplinaires, enfin, c'est aussi un projet qui essaye de créer des porosités entre ces choses, des échanges, et c'est pas toujours facile, en fait, sur plein de plans. Et peut-être que c'est ça aussi, d'être dans une zone d'échange, une zone mouvante. Des fois, il faut un peu se reposer à un certain endroit et se dire comment je remobilise ça en tant qu'architecte, par exemple, dans ce type de projet. Et voilà un peu les atterrissages aussi qui nous sont demandés finalement, enfin qu'on se demande à soi-même, enfin c'est challenge un peu qu'on se donne maintenant. Il y a une nouvelle question qui est publiée, une question à propos des réflexions par lesquelles vous êtes passé pour imaginer ces modèles. Question d'Alexandra, les 7 modèles présentés dans votre ouvrage forment-ils l'ensemble de vos réflexions? Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ces axes d'approche en particulier? Pourriez-vous en envisager d'autres, nouveaux, qui mettraient en valeur d'autres questionnements? Oui, en fait, il y a eu une sélection de faits, effectivement. Au départ, il y avait peut-être une vingtaine de questions. On a créé des modèles qu'on a abandonnés parce qu'ils n'étaient pas forcément aussi efficients qu'on pouvait penser. Maintenant, quand on commence à travailler avec ces modèles, on voit qu'il y a plein de façons de les hybrider aussi, les changer. Donc, en fait, il y a un N+1, N+2, N+3, il y a plein de versions, en fait. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'ils sont appropriés par d'autres gens que nous, d'autres disciplines, et que finalement, ils deviennent tout à fait autre chose. Et c'était l'idée de ce manuel-là. Donc, il y a autant de versions que d'appropriations et de modèles possibles. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et on est ravis de recevoir des retours de gens qui ont mobilisé certaines choses dans des contextes très différents, et de voir ce que ça a pu donner, parce que l'idée, c'était vraiment ça, on parle d'un manuel, mais vraiment d'une boîte à outils, et le fait d'avoir voulu être transparente sur la façon dont on les fabriquait, c'était aussi pour inviter à chacun à en fabriquer d'autres. Je vois qu'Arnaud Sampérac souhaite poser une question. Arnaud, je te donne la parole. Oui, merci. Je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps ou si ce n'est pas limité, on s'en fiche ou quoi? Bon, théoriquement, on a dépassé le temps d'1 minute, mais je pense qu'on peut encore garder un peu. On a encore un peu de temps si Alexandra et Axel sont disponibles. Ok. Alors, je vous remercie de votre exposé absolument passionnant. Moi, je découvre ce que je connaissais extrêmement peu ce travail juste
de façon très très superficielle et je trouve ça vraiment passionnant. Je voudrais, vous avez beaucoup évoqué les questions d'articulation entre la science et la représentation. Et c'est vrai que quand on regarde, moi je connais un petit peu l'histoire de l'astronomie, et quand on regarde la façon dont l'astronomie est liée au progrès de l'optique, l'histoire de l'astronomie est complètement corrélée à l'histoire de l'optique, strictement, et tous les scientifiques étaient aussi des opticiens, etc. Et je trouve ça donc très étonnant de constater comment l'observation du monde passe comme ça par l'optique. Et c'est une façon, on a le sentiment que vous continuez cette observation avec ce régime de l'optique et d'une certaine façon de l'impérialisme du regard. Et est-ce que cette captation du monde par ce biais-là n'est pas une façon, enfin cette façon de continuer n'est pas une forme, c'est un peu provocateur ce que je vais dire, mais une forme aussi de domination sur le monde, on pourrait dire, via ces techniques qui sont extrêmement liées à l'optique. Ça, c'est une première remarque qui fait que finalement, qu'est-ce qu'on ferait d'autres régimes de perception? Vous n'avez pas beaucoup parlé, en particulier il me semble, vous n'avez pas beaucoup évoqué justement cette question, vous l'avez juste évoqué à la fin là, en répondant aux questions, question des sensations, du sensible, de l'espace sensible, et vous enregistrez, mais quelle est la part dans l'enregistrement du sensible et on va dire bêtement de l'intelligible, puisque vous enregistrez les variations de la teneur en soufre d'une rivière, et ça, on va dire, c'est une donnée intelligible et non sensible, a priori. Et donc, comment est-ce qu'on progresse sur ce terrain un peu mouvant entre l'intelligible et le sensible? Je m'interroge un peu, je suis un peu dans le doute sur ça. Je trouve ça vraiment passionnant, mais j'aimerais bien en savoir plus là-dessus. Je peux dire, par exemple, vous évoquez tracer le soufre de la rivière. J'ai essayé de montrer la symphonie qu'on a générée avec un compositeur, justement pour transformer ces données. Donc, que Paul Flory, qui est scientifique, il a travaillé avec le compositeur pour justement en faire une vraie composition sonore où on verrait pas, on entendrait les variations de la rivière. Donc, quand même, on va quand même sur ce terrain-là, il me semble. Ensuite, dans Terraforma, c'est quand même un livre. Donc, c'est quand même avec des outils d'architecte, voilà, de manipulation du dessin. Donc, on est un petit peu moins. Quoique, en fait, par exemple, le modèle espace-temps, il est vraiment basé sur pas du tout l'espace tel qu'il est formé par des murs ou je ne sais quoi, mais par les types de mouvements et la façon dont le temps s'écoule avec ces mouvements. Et donc, par exemple, on aurait pu, enfin là, on discutait ensemble aussi pour peut-être sonoriser cette carte, travailler avec aussi un compositeur pour en fait en faire voilà, quelque chose qui est plus de l'ordre du sonore. Et pour compléter, en fait, moi, je trouve que la question est intéressante, mais elle vient aussi certainement du fait qu'on n'a pas choisi d'expliquer les chapitres et les modèles qui mobilisaient peut-être un peu plus ça. Donc en fait, en contrepoint de ce que vient de dire Alexandra sur le fait que la data, disons entre guillemets objective, et vous disiez intelligible, peut se transmettre par des biais liés à l'association à Louis et d'autres biais. De la même façon, on mobilise parfois des datas qui ne sont pas dites objectives, c'est-à-dire quand chacun dessine son terrain de vie et on est dans une perception, dans des choses qui sont de l'ordre de la description subjective, qui sont mobilisées comme des datas en tant que telles. Et donc là, c'est plus en amont que sont mobilisées ces données sensibles. Mais c'est notamment avec la carte paysage vivant où ce chemin est un peu inversé à celui dont vient de parler Alexandra. Sur la question de l'optique, je trouve la remarque assez juste et je pense qu'elle vient du fait que, comme je disais, en fait, on a travaillé avec Frédéric Aitouati, dont la question de recherche était aussi, par contre, les contes de la Lune, sur la question de l'optique et comment, justement, on était
elle en parlerait mieux que moi, donc je veux pas expliquer sa recherche. Mais en tout cas, le modèle de Hooke et la lentille optique est devenu une métaphore liée à l'optique, via la question d'instrumentation du regard, mais qui s'est déployée de manière très différenciée dans les modèles. Donc ça, pour répondre à votre question, effectivement, il peut y avoir une impression de priorisation et de domination sur la question du regard, mais n'empêche que la question du regard, c'est une métaphore de la relation au monde en général, et c'est comme ça qu'on l'aborde quand même, je pense. Ouais. Sachant que c'est vrai qu'on a quand même abandonné la perspective, qui était quand même l'un des focalisations de l'œil. Oui, il y a l'idée aussi, c'était ça, qu'en fait, il y avait dépassé le centre configurateur. Donc, quand on mobilisait le dessin, de se refuser à l'utilisation de la perspective pour qu'il y ait justement plein d'entrées, comme je disais pour les récits, plein d'entrées différentes dans la carte. Mais c'est intéressant de voir comment justement, c'est aussi une zone mouvante entre qu'est-ce qui détermine ce qui est de l'ordre du sensible, quelle donnée est sensible, quelle data est sensible, quelle autre est objective, vu qu'en plus on déconstruit l'idée d'objectivité. Donc voilà, il y a une sorte de... Voilà, c'est un travail autour de ces questions-là. Donc c'est tout à fait une remarque à se faire et à se refaire aussi au fur et à mesure du travail. Juste un tout petit mot puis je laisse la parole à Guillaume, je crois qu'il veut parler, mais on constate aussi que tout tourne autour de l'orbe, du rond, de la figure, enfin, ou presque tout autour de la figure du cercle, et ça interroge là-dessus aussi, sur le regard. Ça, c'était aussi une obsession qu'on avait depuis le début et qui s'inscrit justement dans une histoire aussi de la cartographie cosmologique. Et finalement, ce rond, c'était aussi un moyen de ne pas avoir d'orientation, donc de pouvoir lire la carte de tous les côtés. Voilà, ça nous a semblé, c'était aussi une ronde incluante, donc on pouvait y faire rentrer qui on voulait dans cette ronde. Voilà, enfin, c'est devenu finalement une sorte de fil d'Ariane, cette figure du cercle. Guillaume, tu avais une question, je pense. Oui, le rond est aussi lié à la Terre, hein, quand même. Bah oui. C'est très flagrant dans le début de l'ouvrage. Non, bah, peut-être merci beaucoup pour la présentation. Je dois avouer que j'étais très surpris en fait en relisant, je l'ai relu là pour l'occasion, l'ouvrage après, en pleine période de pandémie en fait. Une des questions, enfin il y a deux questions. La première, ce serait de savoir si justement ce type d'approche cartographique ne nous permettrait pas d'avoir une meilleure connaissance d'une situation de crise comme celle qu'on vit, pour adapter des outils de réaction. Je me demandais si vous aviez un peu, à un moment donné, pensé un point de vie du virus ou une manière dont on peut cartographier le réseau de propagation, comment on peut à un moment donné envisager des réponses qui soient plus circonstanciées parce qu'on a des outils qui nous permettent de mieux connaître des dynamiques vivantes. Donc ça, c'était la première question, et elle a peut-être corrélé un peu à la deuxième question aussi. Une autre lecture contextuelle, on intervient aujourd'hui alors que je ne sais pas quel est le résultat du vote à l'Assemblée sur la LPPR, mais où on voit bien que, enfin voilà, on est dans un cadre politique très complexe, et cette question du politique, voire de l'éthique aussi, elle monte en puissance dans l'ouvrage, aussi bien par les objets que vous interrogez, surtout dans Ressources et Mémoires, mais aussi par le texte qui l'accompagne, où à un moment donné, ça commence à vraiment être de plus en plus présent. Et donc, je me demandais justement comment on travaille d'un point de vue éthique la cartographie, en évitant peut-être que ça devienne un outil de pouvoir. Et là-dessus, j'ai peut-être un petit bémol sur cette notion de boussole qui revient souvent, mais qui est aussi dans le cadre des ateliers du consortium Où atterrir. J'ai l'impression que, enfin voilà, la boussole est encore quand même un outil de colonisation très fort. Et il vient comme un langage aussi qui... Enfin voilà, je voulais juste poser cette question un peu de l'éthique et du politique. Comme réponse sur la première question sur la crise sanitaire, et effectivement, ça serait un énorme chantier à ouvrir, et là aussi, chacun essaye de gérer avec pragmatisme la situation, ce qui fait qu'on n'a pas pu se saisir à la hauteur de l'enjeu de ce sujet. Malgré tout, en fait, on a quand même commencé à dessiner, par exemple, des comparatifs entre les terrains de vie ou confinés, non confinés, qu'est-ce que ça pouvait laisser apparaître, faire une sorte
enfin pas calendrier, mais ouais, un dessin calendaire un peu de comment évoluer la situation par rapport à notre rapport à l'espace, mais plus d'un point de vue individuel en fait. Donc comment évoluer notre terrain de vie au fur et à mesure. Donc on s'est saisi des outils pour faire ça. Après sur justement un peu, je dis pistage, mais c'est peut-être pas le mot, la traçabilité du virus et des systèmes de propagation, ça serait quelque chose de très intéressant à faire. Ouais. Et sur la question du politique, en fait, effectivement, au départ, c'était, enfin, comme je disais, ça venait de questions pragmatiques, forcément. De toute façon, dessiner, tout est un peu politique, c'est-à-dire c'est toujours une prise de position par rapport à l'espace, par rapport à faire des choix, par rapport à la communauté dans laquelle on s'inscrit, par rapport à l'altérité qui vit autour de nous, que ce soit non humain, voilà. Donc oui, Enfin, vu que le constat de départ, c'était de dire que la carte, justement, est un outil de colonisation, donc un outil de pouvoir, et que c'était plutôt pour la désacraliser de ce point de vue, ça devient forcément politique. Et effectivement, sur les questions de mémoire et de ressources, c'est des sujets où justement le dessin, la représentation de certaines entités devenait même parfois peut-être polémique aussi sur ces questions-là. Après, sur la mobilisation, quand on dit boussole, nous, on ne le mobilise pas au sein de Terraforma, c'est un autre projet que vous avez évoqué, je laisserai peut-être à Alexandra compléter sur ça, sur le projet Où atterrir lié en fait à Bruno Latour. Mais moi, ce que je comprends dans la façon dont nous, on utilise boussole, c'est aussi une boussole affolée, où il n'y a plus de nord, en fait. Et c'est une aiguille qui s'affole et qui cherche des repères. Et dans cette figure d'une boussole qui s'affole, quel référentiel on peut créer et sur lesquels on se met d'accord. Moi, c'est un peu comme ça que j'interprète cette utilisation de la figure de la boussole. Ouais. Et donc, juste peut-être un mot sur le projet donc, Où atterrir dont vous parliez, qui vise, du coup, donc, je rappelle peut-être un petit mot, c'est de redécrire les territoires en y ajoutant en fait les doléances donc collectifs en fait qui se constitueraient et qui énonceraient donc ces doléances par rapport à un territoire particulier et qui du coup redécriraient le territoire différemment. Donc on a fait avec ce consortium une série d'outils, donc un est effectivement la boussole, mais c'est une boussole un peu particulière qui a rien à voir en fait avec on vous donne le nord et puis vous allez là-bas, mais en fait la personne est au milieu et c'est elle-même qui doit se flécher en fonction de ses propres actions et aussi de ses attachements au territoire. Donc voilà, c'est d'autant plus pour ça que je trouve que le tableau de boussole est décalé, parce que justement, quand on fait cette expérience-là, on se resitue nous-mêmes et plus par rapport à un nord magnétique ou à un objet. Donc voilà, c'était juste ça, je me demandais. Voilà. C'est assez intéressant parce que du coup, on essaye aussi du coup d'autres termes, par exemple le terme ABAC, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un instrument de mesure. Donc voilà, on essaye aussi d'essayer aussi par le langage de retrouver des... Mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'en fait, beaucoup de notre langage est lié en fait à cette histoire en fait de cartographie coloniale. Et même le fait de parler de modèle cartographique, maintenant on se dit en fait, il ne faut plus qu'on dise modèle, il faut qu'on dise outil, il faut qu'on dise matrice. Voilà, enfin c'est aussi au fur et à mesure, comme je disais, c'est aussi la publication de Terraforma, c'est un jalon dans un projet qui est en cours. Et effectivement, il y a des choses dont on se rend compte qu'elles ont des influences plus ou moins positives par rapport aux objectifs qu'on s'était donnés, disons. Bien. Je ne sais pas si Emmanuel Boutrillo, je pense, veut poser. On a encore quelques minutes. C'était une question très simple, très courte, mais évidemment qui nécessiterait peut-être des développements importants. Mais c'est juste pour savoir en 2 mots quel est l'objet de la thèse. Alors, je ne sais pas qui est Alexandra, qui est Axel, en fait, comme nous n'avons pas été présentés. Ah oui, pardon. Donc, je suis Alexandra et je suis Axel. Donc, Alexandra, probablement, la thèse. Axel aussi est en thèse. Ah, d'accord. Bon, bah, alors, l'autre, c'est possible de connaître vos travaux, vos sujets. Donc, moi, mon sujet, tout simplement, on va dire la redescription du paysage par la zone critique. Donc, c'est une thèse en architecture à l'école de Manchester, à l'université de Manchester. Voilà, et donc je poursuis ce qu'on appelle la gaïagraphie et puis toutes ces questions d'anthropocène
Et la méthode, donc, c'est plutôt l'observation ethnographique des scientifiques au travail, donc dans la lignée des STS et ANT. Moi, mon travail de recherche est beaucoup moins avancé que celui d'Alexandra, parce que je suis en moment de réécriture et de réinscription en thèse. Mais sur la question des représentations de la forêt et des systèmes de mondiation que ça nécessite, à la fois en milieu urbain et en milieu plus rural. Et je fais ma thèse je vais commencer probablement une thèse au Muséum d'histoire naturelle avec Anne-Caroline Prévost. Voilà. Merci pour ces précisions sur les travaux à venir. Je ne sais pas s'il y a d'autres intervenants. Peut-être pas, je crois qu'on arrive vraiment au bout du temps, parce qu'on ne va pas tarder à avoir une coupure impérieuse par Teams de cette conversation. Merci encore pour votre intervention qui était très riche. Je pense qu'elle a été bien suivie par pas mal d'étudiants à l'école et peut-être d'ailleurs. Donc, je crois qu'effectivement, ça ne peut qu'inciter à lire ou relire Terraforma et aussi aller voir, pour ceux que ça tenterait, une fois que ce sera réouvert, évidemment, l'exposition Zone Critique à Karlsruhe, et puis tout ce qui se passe au ZKM en général, qui est quand même un lieu tout à fait passionnant, foisonnant, et qui mêle justement les questions de la représentation, de la scénographie, de l'art, de la science et de la recherche en action. Merci beaucoup Axel et Alexandra, et je pense qu'on doit se quitter ici, et vraiment c'était une très très belle intervention. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci à vous. Merci à vous. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis, évidemment. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.